Marc Dubois, PDG d'un empire financier de 500 millions d'euros, n'aurait jamais pu imaginer que sa vie serait sauvée par une enfant des rues de 12 ans. Cette nuit d'octobre, alors qu'il traversait le pont sur la Seine après une journée infernale de plus, son cœur s'arrêta soudainement. Il tomba dans l'eau glacée, inconscient, destiné à mourir. Mais Luna, une petite sans-abri qui vivait sous ce pont depuis des mois, fit quelque chose d'incroyable. Elle plongea dans la rivière sombre pour sauver l'homme que tous considéraient comme impitoyable. Ce qui arriva ensuite changea leur vie à jamais. Paris, 22h30 par une froide soirée d'octobre. Un vent tranchant traversait la capitale française, faisant danser les feuilles jaunes sur les pavés mouillés comme des confettis d'un mariage maudit. La Seine coulait silencieuse et menaçante sous le pont Neuf, ses eaux noires reflétant les lumières de Paris comme des miroirs brisés qui racontaient des histoires de solitude. L'arôme des marrons grillés se mêlait à l'odeur de la pluie qui venait de cesser, créant un contraste troublant entre chaleur humaine et froideur urbaine. Marc Dubois marchait nerveusement sur le pont, ses pas résonnant sur les pavés mouillés comme des tambours de guerre annonçant une défaite. Le téléphone collé à l'oreille, tandis qu'il discutait avec acharnement avec les avocats de New York, sa voix trahissait un désespoir croissant, masqué en colère professionnelle. Son costume Yves Saint Laurent de 3000 €, habituellement impeccable comme une armure de pouvoir, était maintenant froissé et humide de sueur, témoin silencieux d'un effondrement qui dépassait largement les marchés financiers. La cravate de soie bleue, desserrée comme une corde jamais utilisée, oscillait à chaque mouvement tandis que ses mains tremblaient imperceptiblement. Ces mêmes doigts qui avaient signé des contrats de centaines de millions luttaient maintenant pour tenir fermement le téléphone qui le reliait à son empire qui s'effritait. La journée avait été un enfer dantesque. 3 acquisitions stratégiques de 200 millions chacune avaient échoué au dernier moment, quand les partenaires chinois avaient découvert des irrégularités dans les bilans que ses conseillers les plus fidèles avaient incroyablement négligés. Un effondrement soudain de la bourse asiatique, déclenché par une guerre commerciale qu'aucun analyste n'avait prévue, lui avait coûté 15 millions en quelques heures de négociations frénétiques. Et puis, comme si le destin voulait s'acharner, l'appel de Céleste depuis le restaurant élégant où se célébrait l'anniversaire de Chloé, sa fille de 8 ans qu'il avait complètement oubliée, effacée de son esprit obsédé par les chiffres. À 42 ans, Marc dominait la finance française comme un empereur moderne qui régnait sur un royaume de papier et d'ambition. Son empire s'étendait de l'immobilier de luxe à la technologie la plus avancée, des énergies renouvelables aux start-up innovantes que tout le monde voulait dans son portefeuille. Il contrôlait des entreprises avec 3000 employés qui le vénéraient et le craignaient à parts égales, possédait des hôtels particuliers dans le cœur de Paris, des villas exclusives en Provence et sur la Côte d'Azur, des voitures de collection qu'il ne conduisait jamais. Son patrimoine dépassait les 500 millions d'euros. Une somme qui le faisait apparaître sur les couvertures des magazines du secteur. Pourtant, tandis qu'il marchait sur ce pont sous les étoiles éteintes de Paris, il se sentait complètement vide, comme un palais magnifique mais abandonné où ne résonnaient que les pas de la solitude. Tout le succès du monde, tous ses zéros sur le compte en banque, toutes ses victoires financières n'arrivaient pas à combler le trou noir qui grandissait en lui depuis des mois, peut-être des années. Il était devenu un homme qui gagnait toujours, mais ne ressentait plus de joie, qui possédait tout mais ne savait plus ce que signifiait être heureux, qui commandait des milliers de personnes mais n'arrivait pas à maintenir une conversation de 5 minutes avec sa fille. La douleur dans la poitrine arriva comme un étau d'acier qui se refermait lentement, impitoyablement. Marc s'arrêta net au milieu du pont, laissant tomber le téléphone qui se brisa sur les pavés avec un bruit sec et définitif. Le monde commença à tourner vertigineusement. Les lumières de Paris se transformèrent en bandes colorées qui dansaient devant ses yeux comme des feux d'artifice devenus fous. La douleur irradiait le long du bras gauche jusqu'à la mâchoire, un étau de feu qui lui rappela soudain la fragilité du corps humain.
L'infarctus était en train de le tuer à 42 ans, en plein succès supposé, au milieu d'un pont de la capitale, tandis que Paris continuait à vivre, indifférent à son drame personnel. Son esprit, même dans ces moments terribles, fonctionnait encore avec une précision chirurgicale. Il pensait aux statistiques qu'il avait lues. Homme de son âge, stress professionnel chronique, vie sédentaire. Il avait toujours cru être invincible, mais le cœur ne négocie pas de contrat, ne se laisse pas corrompre par le pouvoir. Il pensait à Chloé, les cheveux châtains comme les siens, le sourire lumineux qu'il ne voyait qu'en coup de vent le matin pendant qu'elle prenait son petit déjeuner et qu'il était déjà au téléphone. À tous les demain reportés comme des procédures bureaucratiques, aux promesses non tenues qui s'accumulaient comme des dettes de l'âme, aux fois infinies où il avait choisi une réunion plutôt qu'un câlin, un contrat plutôt qu'une histoire du soir, à la vie qu'il avait construite avec l'obsession d'un architecte fou mais jamais vraiment vécu, jamais savouré, jamais aimé. Les jambes cédèrent d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé les fils invisibles qui le maintenaient debout. Il s'agrippa désespérément au parapet de pierre du pont, les mains glissant sur la surface humide de pluie, mais les forces l'abandonnèrent, comme des associés fuyant une entreprise en faillite. Le corps se précipita dans les eaux glacées de la Seine, avec un bruit sourd qui se perdit dans le trafic nocturne de Paris, un son si insignifiant que personne ne le remarqua. La ville continua sa vie nocturne, indifférente au drame qui se consumait dans les eaux sombres, qui reflétaient les lumières comme des diamants brisés. Marc coulait lentement, l'eau glacée remplissant ses poumons, tandis que la conscience s'échappait comme du sable entre les doigts. La dernière chose qu'il vit furent les lumières floues de Paris qui s'éloignaient au-dessus de lui, comme des étoiles d'un ciel qu'il ne reverrait jamais. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Sous le pont, caché entre les piliers de béton et les détritus que le courant de la rivière déposait comme des offrandes indésirables, il y avait une cabane construite avec des cartons et des couvertures usées. La maison de Luna, 12 ans, cheveux blonds sales qui brillaient encore de leur propre lumière, yeux bleus trop sages pour son visage maigre mais déterminé. Elle vivait là depuis 8 mois, échappée du énième placement familial raté. Luna lisait un livre à la lueur d'une bougie quand elle entendit le bruit sourd. Dans l'obscurité, elle distingua un homme en costume élégant qui flottait immobile, emporté par le courant. Il était en train de mourir, et elle était le seul témoin. Elle hésita. Les adultes ne lui avaient apporté que de la douleur. Famille qui la maltraitait, assistante sociale qui la considérait comme un numéro, passant qui la regardait avec dégoût. Elle avait appris à ne pas faire confiance, à penser d'abord à sa propre survie. Mais quand elle vit le visage de l'homme émerger de l'eau, pâle et sans connaissance, quelque chose en elle se rebella. Peu importait qui il était. C'était juste un être humain qui mourait, et elle était la seule qui pouvait le sauver. Elle retira sa veste usée et plongea dans la Seine glacée sans penser aux conséquences. L'eau était si froide qu'elle lui coupa le souffle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait bien nager, mais Marc était très lourd et le courant très fort. Elle lutta désespérément contre le poids du corps et la force de l'eau. Avec une détermination qu'elle ne savait pas posséder, elle le traîna vers une petite plage de galets. Elle le sortit avec ses dernières forces et s'effondra à côté de lui, tremblante. Marc ne respirait pas, le visage livide, les lèvres qui devenaient bleues. Luna regarda cet homme et sentit la panique monter. Vivant dans la rue, elle avait vu la mort souvent, mais n'avait jamais dû la combattre directement. Elle se rappela d'une série qu'elle avait vue des mois auparavant, une doctoresse qui faisait un massage cardiaque et du bouche à bouche. Elle s'agenouilla et posa ses petites mains sur la poitrine de Marc. Elle commença à appuyer en comptant à voix haute, comme elle l'avait vu à la télé. Les bras lui faisaient mal, mais elle continua. Rien. Marc restait immobile comme un mannequin. Surmontant dégoût et peur, elle posa ses lèvres sur les siennes pour lui insuffler de l'air. Le goût était salé à cause de l'eau de la rivière. 2 respirations. Massage cardiaque. 2 respirations. Compression. Elle était épuisée, tremblait de froid, mais n'abandonna pas. Quelque chose lui disait de ne pas renoncer, peut-être parce qu'elle savait ce que signifiait être abandonnée.
Peut-être parce qu'elle croyait encore que chaque vie avait de la valeur, même celle d'un inconnu en costume élégant. Après une éternité qui sembla durer des heures, Marc sursauta violemment. Il commença à tousser, crachant l'eau sale de la Seine, puis ouvrit les yeux, confus. Le monde était flou, mais il distinguait la silhouette d'une fille aux cheveux mouillés qui le regardait avec soulagement. Luna lui expliqua simplement ce qui s'était passé. Il était tombé dans la rivière et elle l'avait sauvé. Marc essaya de faire le point sur cette petite sauveuse. Il réalisa lentement. L'infarctus, la chute, l'eau glacée. Il devrait être mort. Au lieu de cela, il était vivant, sauvé par une fille de 12 ans. Ils se présentèrent brièvement. Elle s'appelait Luna. Quand Marc demanda après les parents, le sourire disparut du visage de la fille. Elle n'en avait pas, vivait sous le pont dans cette cabane de carton. Marc regarda l'abri improvisé et sentit son cœur se serrer d'une douleur différente de celle de l'infarctus. Cet enfant, qui n'avait rien, avait risqué sa vie pour lui. Pour la première fois depuis des années, le puissant PDG se sentit petit, insignifiant. Il proposa de l'aider, mais Luna s'éloigna instinctivement. Trop d'adultes avaient fait des promesses similaires, puis l'avaient trahi. Marc comprit que les mots ne suffisaient pas. Il lui proposa un pacte simple mais solennel. Elle lui avait sauvé la vie. Maintenant, il lui devait quelque chose. Il lui demanda seulement de le laisser rendre l'appareil, sans obligation, sans pression. Pour la première fois en 8 mois de vie dans la rue, Luna commença à espérer que peut-être, juste peut-être, cet adulte était différent des autres. Marc appela une ambulance privée pour tous les deux. À l'hôpital Pitié-Salpêtrière, les médecins furent choqués par l'état de Luna. Sous-poids grave, malnutrition, blessures infectées, début de pneumonie. La fillette avait enduré des mois de privation, qui auraient tué beaucoup d'adultes. Quand les docteurs suggérèrent d'appeler immédiatement l'aide sociale à l'enfance, Marc refusa catégoriquement. Il expliqua à Luna le pacte qu'il avait en tête. Il ne la livrerait jamais à des étrangers, elle resterait avec lui, jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité et prête à décider de son propre avenir. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Luna, qui avait appris à lire les gens pour survivre, étudia attentivement le visage de cet homme. Dans ses yeux, elle vit quelque chose de rare, un respect authentique, pas de la pitié condescendante. Elle accepta d'essayer. Marc l'emmena dans son hôtel particulier dans le 16e arrondissement. 10 hectares, avec vue imprenable sur le bois de Boulogne, jardin entretenu par des jardiniers professionnels, piscine qui brillait comme un joyau sous le soleil de l'après-midi. Pour Luna, habituée à une cabane de carton, c'était un monde de contes de fées. Céleste, l'épouse, explosa dans une fureur contrôlée mais venimeuse quand elle vit Marc arriver avec cet enfant sale et mal habillé. Comment osait-il amener une inconnue de la rue dans leur maison, près de Chloé? La discussion fut brève, mais définitive. Marc répondit avec une fermeté que Céleste ne lui avait jamais connue, que Luna faisait partie de la famille maintenant. Ce soir-là, Marc prépara personnellement pour Luna une chambre au mur bleu ciel, avec vue sur les jardins fleuris. Pour la première fois en 8 mois, la fillette dormit dans un vrai lit, entre des draps parfumés à la lavande. Regardant les étoiles par la fenêtre, elle fit un vœu silencieux, que tout cela ne soit pas juste un rêve cruel. Les jours suivants furent de découvertes mutuelles. Marc découvrit que Luna possédait une intelligence extraordinaire. Elle lisait avidement n'importe quel livre qu'elle trouvait, avait une mémoire prodigieuse et posait des questions qui démontraient une sagesse précoce. Bien qu'elle ait quitté l'école depuis des mois, elle avait appris plus dans la rue que beaucoup d'enfants dans les salles de classe. Luna, à son tour, découvrit que Marc n'était pas le monstre froid qu'elle attendait. C'était un homme profondément seul, qui avait perdu la connexion avec sa fille Chloé et vivait un mariage mort depuis des années. Un soir, avec la spontanéité des enfants, Luna lui fit une observation qui le frappa. Il avait toujours les yeux tristes. Les adultes tristes faisaient toujours semblant d'être en colère, mais la tristesse se voyait dans les yeux. C'était la première fois que quelqu'un voyait au-delà de la façade du puissant PDG. Marc commença à l'emmener occasionnellement au bureau.
Luna avait un instinct incroyable pour les gens. Elle reconnaissait immédiatement les menteurs, escrocs et profiteurs. Ses conseils naïfs mais pénétrants lui firent éviter plusieurs mauvaises affaires. Lentement, Marc changea ses priorités. Moins d'heures au bureau, plus de temps avec Luna. Devoirs, films ensemble, longues conversations devant la cheminée. Luna fut inscrite dans une école privée et rattrapait rapidement le temps perdu. Un soir de novembre, tandis qu'il regardait les étoiles depuis la terrasse, Luna avoua timidement qu'elle avait toujours rêvé d'avoir un vrai papa, quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais. Marc, le cœur gonflé d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, répondit que ce serait un honneur d'être sa famille pour toujours. Luna se blottit contre lui, et pour la première fois depuis des années, Marc se sentit vraiment chez lui. Mais l'idylle allait être mise à l'épreuve de la manière la plus cruelle possible. Le coup arriva comme un éclair dans un ciel serein par un froid matin de décembre. Céleste déposa une demande de divorce et, simultanément, signala Luna à l'aide sociale à l'enfance, soutenant que la fillette représentait un danger pour Chloé. Elle avait même falsifié des expertises psychologiques sans jamais faire examiner Luna par un spécialiste. L'assistante sociale informa Marc qu'il viendrait le lendemain emmener Luna pour la confier à un foyer d'accueil. L'avocat de Marc expliqua la seule solution légale, adopter Luna officiellement et immédiatement. Mais Céleste avait été claire avec un ultimatum impitoyable. S'il adoptait cet enfant, il ne pourrait plus jamais voir Chloé. Ce soir-là, Marc expliqua tout à Luna avec une délicatesse qu'il ne croyait pas posséder. La fillette éclata en sanglots désespérés. Elle ne voulait pas qu'il perde sa fille biologique à cause d'elle. Elle était prête à retourner dans la rue plutôt que de le séparer de Chloé. Marc la regarda dans les yeux avec une détermination qui les surprit tous les deux et lui dit qu'elle était la personne la plus importante de sa vie. Il ne permettrait jamais à personne de l'emmener, quel que soit le prix à payer. Une bataille juridique impitoyable commença qui dura 4 mois. Tribunaux, expertise psychiatrique, témoignages, détectives privés. Marc dépensa des fortunes et appela chaque faveur politique accumulée en années de pouvoir. Le tournant arriva quand Chloé, maintenant âgée de 9 ans, demanda personnellement au juge de pouvoir témoigner. Avec une maturité bouleversante pour son âge, la fillette déclara que sa mère mentait. Luna n'était pas méchante. Au contraire, elle avait rendu papa meilleur qu'avant. Avant, il était toujours nerveux et absent. Maintenant, il souriait et avait du temps pour elle. Luna lui avait appris ce que signifiait le vrai courage. Le juge, impressionné par la sincérité et la maturité du témoignage, approuva l'adoption. Luna Dubois était officiellement sa fille. La fillette se jeta dans les bras de Marc en pleurant de joie pure. Maintenant, elle était vraiment chez elle, pour toujours, avec un vrai nom de famille et une famille qui l'avait choisie. 5 ans plus tard, dans la prestigieuse salle de conférence de l'hôtel Le Bristol à Paris, Luna, 17 ans, inaugurait officiellement la fondation Luna Dubois pour l'enfance abandonnée. Le soleil du couchant filtrait à travers les antiques verrières, illuminant les visages attentifs de 500 invités qui représentaient le meilleur de la France. Entrepreneurs, politiques, artistes, journalistes. Le silence qui tomba sur la salle quand Luna monta sur l'estrade était celui sacré des cathédrales. Avec une voix ferme qui ne trahissait qu'un léger tremblement d'émotion, elle commença à raconter son histoire. La fillette de 12 ans qui vivait sous un pont, cette nuit d'octobre où elle entendit un bruit dans l'eau et dut choisir si rester en sécurité ou tout risquer pour un inconnu. Elle décrivit le plongeon dans la Seine glacée, la lutte contre le courant, le massage cardiaque fait avec de petites mains tremblantes, le premier souffle de Marc qui lui avait donné l'espoir que les miracles existaient vraiment. Mais surtout, elle expliqua ce qu'elle avait compris à ce moment-là. Sauver une vie signifie sauver un monde entier. La fondation qui portait son nom gérait 3 foyers d'accueil révolutionnaires à Paris, Lyon et Marseille. Pas de simple assistance, mais une véritable transformation humaine.
Chaque structure avait des psychologues spécialisés dans le traumatisme de l'abandon, des éducateurs formés pour voir le potentiel caché dans chaque enfant difficile, des professeurs qui croyaient en l'intelligence même des enfants catalogués comme irrécupérables. Luna appela sa méthode « pédagogie du plongeon ». Quand un enfant arrivait chez eux, souvent il était comme Marc flottant dans la Seine, apparemment mort à l'intérieur, sans souffle vital. La tâche était de plonger dans son histoire, de ne pas avoir peur de sa colère et de faire un massage cardiaque à son âme jusqu'à ce qu'elle respire à nouveau l'amour. Les chiffres étaient extraordinaires. En 2 ans, 347 enfants sauvés. 84% avaient terminé leurs études. 87% avaient reconstruit des relations familiales. 72% avaient développé des talents jamais reconnus auparavant. Mais la plus belle statistique était une autre. 100% avaient retrouvé la capacité de sourire. Le public explosa dans un applaudissement qui dura plus de 5 minutes. Des hommes d'affaires durs comme le granit avaient les yeux brillants. C'était le type d'applaudissement qui naît de la reconnaissance d'une vérité qui touche l'âme. Marc, assis au premier rang, pleurait de fierté en voyant l'extraordinaire leader qu'était devenue Luna. Soudain, de l'autre côté de la salle, apparut Chloé, maintenant âgée de 14 ans. Elle se fraya un chemin dans la foule et monta sur l'estrade, embrassant Luna devant tout le monde. Les 2 filles s'embrassèrent, tandis que Marc montait aussi, créant une image de famille recomposée qui fit le tour du monde sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, après le dîner de gala qui récolta plus de 2 millions pour la fondation, ils retournèrent au pont sur la Seine, où tout avait commencé. C'était devenu une tradition. Chaque année, à l'anniversaire du sauvetage, ils y retournaient pour se souvenir et remercier. Luna regarda l'eau qui reflétait les lumières de Paris et sourit avec une sérénité profonde. Elle dit à Marc que tout avait eu un sens. Si elle n'avait pas souffert, elle ne comprendrait pas la douleur des autres enfants qu'ils aidaient maintenant. Marc lui demanda si elle regrettait ce plongeon pour sauver un inconnu. Luna le regarda avec des yeux qui brillaient d'une lumière qu'aucune richesse n'aurait pu acheter. Ils n'avaient jamais été un inconnu, ils étaient destinés à se rencontrer. Il avait besoin de quelqu'un qui le sauve de l'homme vide qu'il devenait, elle, de quelqu'un qui lui montre qu'elle méritait d'être aimée. Ils s'embrassèrent fort, tandis que la Seine coulait silencieuse sous eux, emportant les feuilles d'automne comme elle avait emporté la douleur du passé. Marc pensa à l'étrange merveille de la vie. Un moment, un plongeon courageux d'une fillette dans l'obscurité avait changé le destin de 3 personnes et, à travers la fondation, de centaines d'autres âmes perdues. Les plus beaux sauvetages vont toujours dans les 2 sens. Luna avait sauvé sa vie cette nuit dans la rivière. Il avait sauvé son âme. Chloé avait sauvé leur avenir en choisissant l'amour plutôt que la rancune. Le cercle parfait de l'amour était complet, mais continuait à s'élargir comme les ondulations d'une pierre dans l'eau, touchant toujours plus de vie, créant toujours plus de miracles, prouvant que parfois un geste suffit pour changer le monde. Si cette histoire vous a ému et fait croire en l'amour qui change tout, mettez un like et partagez. Marc et Luna prouvent que les plus petits gestes peuvent sauver 2 vies. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui réchauffent le cœur. Activez la cloche. Rappelez-vous, un geste de bonté peut sauver une vie. Partagez ce message d'espoir.